Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vision Chine Wai-Guo-Lun-Kan-Song-Guo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Mandarin TV Nicolas Pelé. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Easy Voyage, qui est Oui. un site de contenu et de services pour les internautes dédiés au voyage. Voilà, sur Internet. Sur Internet, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, vous présenter? Alors en fait, au départ, j'ai fait une école de journalisme, l'IPJ, sur 2 ans, en alternance. Et donc, il fallait que je trouve un média. Et j'ai eu la chance, en fait, parmi toutes les demandes que j'ai faites, de trouver un média lié au voyage, qui était à l'époque Univers des voyages, qui était un mensuel. Où donc, je suis resté 2 ans dans ce mensuel de voyage, où j'ai commencé à apprendre le métier de journalisme et dans le domaine du voyage. Et donc au terme de ces 2 ans, il y avait une place de journaliste qui se libérait à Easy Voyage, qui était dans le même immeuble. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu… Vous avez toujours été passionné de voyage? Depuis que je suis petit, en fait, oui, mes parents m'ont toujours emmené en voyage partout, enfin un peu partout. Et du coup, une fois qu'on a le virus, après, c'est difficile un peu de l'enlever. Et sur Easy Voyage, vous vous occupez de la rubrique, en tout cas, du pays, la Chine. Ben voilà, alors en fait, on est plusieurs journalistes, on a chacun un portefeuille de destination où on est expert dans ces destinations. Et moi, il se trouve que j'ai récupéré la Chine un peu par hasard parce que la personne qui était avant moi avait la Chine. Donc c'était il y a 10 ans maintenant. Hein. Et il se trouve que ça tombe bien parce que j'ai toujours bien aimé la Chine. Et d'ailleurs, j'avais fait mon mémoire de maîtrise d'histoire sur le voyage de Richard Nixon en Chine. J'avais lu les mémoires de Kissinger et de Zhou Enlai. Et du coup, je m'étais déjà un peu intéressé, c'était du côté histoire, mais c'était déjà aussi intéressant de connaître un petit peu la Chine. Par l'histoire, finalement. Voilà, vous avez commencé à vous intéresser à la Chine. Voilà. Et votre particularité, c'est que vous êtes journaliste sur la Chine, sur Easy Voyage, mais vous n'avez jamais été, en tout cas en Chine continentale. Bah non, en fait, alors j'ai été à Taïwan 2 fois. Oui. Quelque part, c'est aussi historiquement et culturellement un peu la Chine. Donc, du coup, je connais un peu la gastronomie, au niveau religion, culture, il y a quand même beaucoup de choses proches. Mais je n'ai pas été en Chine continentale. Et vous avez été à Taïwan dans quel cadre? Est-ce que c'était professionnel? C'était professionnel, c'était pour Easy Voyage. Il se trouve que j'avais vu une opportunité. Il y avait des voyages de presse que je n'ai pas eu avec la Chine. Du coup, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Et derrière, j'ai un très bon souvenir. Et du coup, j'aimerais bien approfondir et aller en Chine. Il se trouve qu'Easy Voyage, on est quand même plus axé sur le tourisme balnéaire, les visites de clubs, etc. Du coup, moi, je vais plus en Espagne, en République dominicaine, en Tunisie, etc. Je serais amené éventuellement à aller à Pékin ou Shanghai, qui sont les 2 principales villes de Chine, où il y a des hôtels de luxe emblématiques et incontournables. Et il y a également une destination balnéaire sûrement en devenir, qui est l'île d'Hainan, qui est déjà très prisée des Chinois et qui pourra l'être de plus en plus par les Occidentaux. Notamment, il y a le Club Med qui a ouvert un club. Donc, je serais éventuellement amené à visiter l'île d'Hainan également. Et voilà, tous les jours, vous écrivez plusieurs articles sur la Chine. Comment est-ce qu'on fait pour écrire un article sur un pays dont on a finalement jamais mis les pieds? Alors déjà, ce n'est pas forcément tous les jours, mais disons que tous les jours, on trouve des informations sur tous les pays du monde insolites, liées au voyage, etc. Après, il s'avère que la Chine est tellement riche, il y a tellement de choses qui s'y passent dans des domaines très divers, que je pense que ça fait partie des pays, si c'était même peut-être le pays où on a écrit le plus d'articles. Mais c'est pas peut-être une fois par semaine ou tous les mois, voilà, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et en fait, nous, on a une veille, on a une revue de presse, on fait de la curation. Donc en plus, on est une équipe un peu internationale. On a un site italien, anglais, allemand, anglais, ce qui fait qu'on a des revues de presse dans toutes ces langues qui viennent de tous ces pays-là. Et on a une source inépuisable. Qu'on ne trouve pas forcément dans la presse française. Et du coup, on trouve toujours sur des petites actualités insolites que voilà, on ne connaît pas. Et dès qu'il y a une nouveauté, hop, on le sait. Et si on sait que ça peut intéresser le public, c'est un petit peu insolite, et on va écrire quelque chose dessus, comme une passerelle transparente dans le vide, comme des choses comme une ville qu'on ne connaît pas vraiment, qui est plus grande que l'Autriche en Chine. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que la muraille de Chine, Shanghai et Pékin que tout le monde connaît. Donc c'est intéressant aussi de s'intéresser sur les petits dossiers qu'on connaît moins. Vous avez quand même appris à découvrir la Chine oui. À travers vos recherches, à travers voilà. la veille et vos articles. Voilà, du coup je m'instruis en faisant des recherches, en écrivant un article, je découvre des choses et du coup j'espère en faire profiter aussi les internautes qui s'intéressent à la Chine et en attendant effectivement d'y aller un jour. Et avec tout ce que vous avez appris sur la Chine, alors quelle est la chose qui vous donne le plus envie d'aller visiter? On a bien compris qu'il y a Pékin, Shanghai, les grandes villes.
passage obligé, hein, surtout pour une personne qui n'a jamais été. Mais hormis donc, ces deux grandes villes, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous passionnent en Chine? Oui, bah déjà il y a l'île d'Hainan, ça m'intéresserait d'y aller, le côté balnéaire et le tropical. Il y a Guilin, les pains de sucre dans la nature, où justement le Club Med, il y a d'ailleurs une adresse, un établissement juste à côté. Il y a l'armée en terre cuite, enterrée. Après il y a aussi, donc, en allant vers le Tibet, l'Himalaya, c'est tellement grand, c'est tellement un continent la Chine qu'on trouve les routes de la soie dans le nord. Il y a même des endroits où on fait du ski, on n'y pense pas, mais le Club Med a aussi une adresse pour faire du ski. Oui, il y a Harbin, la ville où il y a aussi des festivals de glace. Voilà, ça aussi, donc c'est assez unique au monde, ces festivals de glace comme ça. Donc Harbin, aussi dans cette région-là où il y a un Club Med et on peut faire du ski. Après, j'en oublie sûrement, il y a le Sichuan avec le panda, les pandas. Le Sichuan, où d'ailleurs vous précisez dans votre article, il y a 7 sites qui sont classés par l'UNESCO. Oui, ce qui est énorme. Donc, il y a le grand Bouddha de Lesan, voilà, le plus il y a grand du l'ensemble monde. rupestre de Tazu, il y a la montagne sacrée bouddhique d'Emenshan, désolé si je prononce un peu mal, le mont taoïste Tinsun, le barrage canal d'irrigation et les parcs naturels de Chiu Tsaiko et Huanglong. Il y a d'ailleurs, sans que les personnes ne sachent, j'imagine au cinéma, le film Avatar, dont le décor en fait a été inspiré, vous le dites aussi dans votre article, par un parc Voilà, naturel. donc Avatar, c'est des décors assez incroyables et tout le monde, ça fait partie des films les plus vus de l'histoire. Et en fait, ces décors existent bel et bien. C'est pas sur la planète Pandora, c'est en Chine, donc dans un parc national dont le nom m'échappe parce que c'est un peu compliqué. Mais déjà que le décor en soi est assez sublime, mais en plus du décor, du coup, c'est là où on a fait ces fameuses passerelles en verre, où il ne faut pas avoir le vertige, où on passe un peu dans les nuages. Donc voilà, et puis il y a tous ces endroits un peu sacrés, il y a des montagnes sacrées, il y a le taoïsme, il y a même il y a une Venise chinoise, c'est pas le même endroit, mais voilà, pour dire que la Chine c'est inépuisable finalement, donc partir sur les traces de Marco Polo, c'est sans oublier la gastronomie qui est assez importante pour une destination, pour découvrir une destination. Et en parlant donc, de gastronomie, vous avez écrit un article, il y a un bon plan que vous pourrez faire partager à nos téléspectateurs. À Shanghai. Oui, voilà, je vous laisse. Il y a un restaurant, je crois que c'est le restaurant étoilé au guide Michelin, il y a 2 étoiles, le moins cher du monde. 8, c'est ça. Voilà, le moins cher du monde, on peut manger pour 10 € peut-être, je sais le prix. À Shanghai, 2 étoiles au guide voilà. Michelin. Donc ça, je ne pense pas qu'en France on puisse trouver ça, même en Europe. Et bien alors, il y a des parcs qui vont ouvrir en Chine. Alors, il y a déjà, il faut savoir qu'il y a Disneyland Shanghai qui a ouvert déjà. Oui. L'année dernière, je crois. Ensuite, il va y avoir là, il y a le parc Ferrari Land qui a ouvert en Espagne. Et ben, il va y en avoir un aussi en Chine qui va ouvrir dans les prochaines années. Et puis, il y a un troisième parc qui va ouvrir, c'est en 2020, je crois, dédié aux musulmans. Donc c'est assez étonnant, mais voilà, on ne pense pas forcément, mais il y a toute une communauté. Dédiée aux musulmans. Voilà, il y a toute une communauté musulmane en Chine, donc notamment dans les régions du nord-ouest, mais pas que. Et en fait, du coup, il y a un parc qui va ouvrir dédié à cette population musulmane. Donc voilà, on se demande un petit peu comment. Pour attirer aussi les pays aux alentours. Voilà, je pense que c'est un parc, peut-être que j'imagine ils voudront attirer un tourisme un petit peu de gens qui ont un peu d'argent en provenance des pays du Golfe, par exemple, du Qatar, etc., qui ont un fort pouvoir d'achat et qui n'ont pas forcément en Chine. Et là, du coup, ce serait une opportunité pour eux d'aller dans ce parc et puis pourquoi pas, du coup, l'occasion de découvrir la Chine. 2020. Voilà. Et vous parlez également du Tsinghua Park. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept de destination touristique en Chine? Alors ça, c'était il y a quelques années que j'avais fait ça, oui, mais donc ça va maintenant, ouvrir bientôt. beaucoup développé. Hein, mais voilà, en fait, c'est un endroit où c'est un peu comme c'est un endroit qui fait il y a un shopping center géant, il y a des magasins, il y a des boutiques, il y a des tyroliennes, il y a des parcs d'attractions pour les enfants, il y a des endroits, des hôtels, des résidences, il y a un côté un petit peu comme en France, il y a le Center Park, des choses comme ça, où en fait, tout en un, il y a la nature, il y a le shopping, il y a les activités. Je sais qu'il y a Pierre et Vacances qui se développe aussi en Chine. Du coup, il y a tout un concept de vacances qui était plutôt occidental et qui se développe en Chine. Notamment, le Club Med aussi a été racheté par des Chinois, ce qui fait qu'il y a 20 ou 30 ans, ça n'existait pas. Et maintenant, ça se développe. Et du coup, tous ces concepts arrivent, donc, comme le Club Med, comme Pierre et Vacances, comme Center Park. Et donc, il y a ce projet-là, en fait, qui est assez unique et qui a vu le jour en Chine.
Notamment pour les touristes chinois. Oui, Voilà. c'est ça, d'accord. Tourisme. EasyVoyage propose des voyages, des articles, des plans, des informations sur les pays où vont les internautes. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours sur les internautes par rapport à la Chine? Qu'est-ce qui plaît beaucoup en Chine et peut-être les moins bons retours aussi que vous avez pu avoir? Alors, les moins bons retours, C'est il y a, peut-être vous avez voilà, dessus, c'est vrai qu'il y a des choses qui, par exemple, la pollution, Oui. notamment à Pékin, Ok. ça c'est un frein. Les gens disent, ah, mais si je vais à Pékin, il y a régulièrement la pollution, est-ce que je risque pour ma santé, etc. Donc Oui, voilà, les gens s'interrogent. les gens s'interrogent. Oui. Après, ce qui est bien, c'est que c'est tellement riche, en fait, c'est tellement mythique, en fait. Donc, notamment, voilà, la Grande Muraille, Pékin, Shanghai, ça va faire rêver, en fait, les gens qui aiment la modernité. C'est un peu une ville du futur, avec des gratte-ciels les plus hauts du monde, avec voilà, des restaurants comme des Michelin abordables. Voilà, c'est toute une mythologie aussi qui fait rêver les gens. Le panda, c'est mythique. Les gens, le panda, c'est en Chine qu'il y a les pandas, donc le Sichuan. Oui, le Sichuan. Et puis en fait, le fait que voilà, c'est un pays continent où on peut faire tellement de choses. Il y a tout, il y a la neige, il y a la montagne, il y a les tropiques, il y a les villes du shopping, il y a tout ce qu'on veut en fait. La Chine a de quoi satisfaire. Et la gastronomie, voilà, Et la gastronomie. Et d'ailleurs, alors il paraît que les gens sont souvent étonnés parce qu'ils connaissent les restaurants chinois à Paris ou enfin en France. Et en fait, quand ils vont en Chine, souvent on me dit que ça n'a rien à voir avec le restaurant chinois. Voilà. Et pour vous, alors, vous avez sûrement donc, déjà un petit peu en tête des destinations pour votre prochain voyage en Chine. Quel serait le programme, le circuit idéal pour vous si vous avez un mois ou même plusieurs semaines en Chine à passer? Qu'est-ce que vous feriez en Alors, déjà, je ferai Pékin et Shanghai parce que bon, c'est incontournable. La Grande Muraille de Chine aussi. Oui. L'armée en terre cuite enterrée. Voilà. Ensuite, il y a aussi le canal, le grand canal en fait. Le Grand Canal de Chine, Voilà. qui fait 797 km et qui est vieux de près de 2500 ans. C'est ça? Voilà. Donc, faire ce canal en croisière, voir des très beaux paysages. Donc, il y a aussi les Trois Gorges. Il y a, donc, on a en tête ces images de montagnes et la rivière qui passe au milieu, le fleuve qui passe au milieu. Et c'est pareil d'ailleurs qu'il y a des Bouddhas les plus grands du monde qui est taillé à même la roche. Il y a des temples, etc. Enfin voilà, ça fait penser à toutes les images qu'on voit dans les films qu'on a vus par exemple. Et justement, une autre chose aussi, je crois, c'est que par rapport à tout l'héritage de la Chine, c'est un petit peu dommage, ou des fois il y a encore un petit moins, c'est que notamment à Pékin par exemple, où il y a une tendance un petit peu à raser, faire table rase du passé, ou même Shanghai, et du coup les fameuses maisons Hutong qui sont classées à l'UNESCO, on n'en trouve plus beaucoup, et toute cette Chine traditionnelle qui est intéressante, le Shanghai du Lotus Bleu de Tintin, Hergé, qui fait rêver, etc., il n'existe presque plus, enfin voilà, c'est ce côté un peu de peut-être... prendre plus soin de l'histoire, des paysages, d'essayer un peu de sauvegarder cet héritage. Voilà. Et vous êtes bien préparé, si vous devez partir en Chine, disons, dans une semaine, est-ce que vous pensez que vous êtes bien préparé avec toutes ces années derrière, on va dire, de recherche historique? Vous êtes prêt à aller à l'aventure? Oui, quand on pense à la Chine, justement, on pense aux traditions, à la Grande Muraille, à la mer de terre cuite, mais maintenant, la Chine, c'est justement ces passerelles de verre uniques au monde, des endroits incroyables, c'est les gratte-ciels de Shanghai qui sont les plus grands du monde, c'est la vie futuriste, et du coup, il y a pas mal de personnes qui seront intéressées, je pense, pour aller vers ce tourisme-là, qui est nouveau, qui a une niche aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant toutes ces nouveautés. Sans parler des parcs aussi qui ouvrent, donc Shanghai, Disney qui arrive à Shanghai, ça peut attirer aussi beaucoup de personnes. Et donc voilà, la Chine maintenant se met sur plein de niches. On parle du ski aussi, donc l'ouverture du kilomètre du ski. Le tourisme shopping à Shanghai, etc. Donc les passerelles de verre, les parcs thématiques, voilà, plus tous les parcs naturels pour ceux qui aiment bien la nature, les excursions, les treks, plus le côté culturel, tous les monuments, les temples, etc. Donc c'est vraiment... il y en a pour tous les goûts en fait. Très bien. Et de ce que vous avez comme information, de ce que vous imaginez de la Chine, est-ce que pour vous il y a des similitudes entre la France et la Chine? Sur quoi vous pensez qu'il pourrait y avoir de la... En tout cas, je sais qu'il y a il y a des liens très forts parce que je sais que c'est la France avec Charles de Gaulle qui a reconnu le premier la Chine avant tout le monde, avant les Américains même. Et du coup, ça a créé des liens malgré tout très forts. Il y a la gastronomie aussi, voilà, la gastronomie, l'histoire, la culture. Pour les Français, c'est très important aussi.
Donc du coup, il y a toutes ces passerelles là, qui sont intéressantes entre les deux pays, qui se respectent. Et il y a beaucoup d'échanges depuis toujours. Et voilà. Et il y a toute une communauté chinoise en France aussi. Qui est très forte. Il y a des quartiers chinois, donc ce qui fait que les Français connaissent un petit peu. Il y a un nombre incroyable de restaurants chinois aussi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup dans les autres pays européens, il y a autant de restaurants chinois qu'en France. Donc ce qui fait qu'il y a cette proximité aussi. Vous disiez que vous avez écrit votre mémoire à l'époque, vous étiez encore étudiant. C'était par l'histoire, vous étiez donc rentré on va dire, dans la Chine. Alors en fait, il se trouve que j'étais spécialisé sur les États-Unis pour l'histoire. Donc voilà, j'ai fait mon année de spécialisation sur l'histoire des États-Unis. Et donc il fallait qu'on choisisse un thème très précis sur l'histoire des États-Unis. Donc j'avais M. André Caspi qui était mon professeur et donc qui a soutenu ma thèse, enfin mon mémoire de maîtrise, pardon. Et du coup, voilà, j'ai choisi le voyage de Richard Nixon en Chine. Et du coup, c'est par ce biais-là que finalement je suis arrivé sur la Chine. Mais au départ, c'était les États-Unis. Et du coup, voilà, ça m'a passionné. Et d'ailleurs, du coup, j'ai lu les mémoires de Zhou Enlai et de Kissinger. Et c'était vraiment passionnant, notamment voilà, au jour le jour. Donc j'ai consulté les journaux de l'époque, dans les 72-73, dans les archives à Pompidou, à la bibliothèque de Pompidou. Et du coup, c'était intéressant de voir à l'époque ce qu'ils disaient, donc aussi bien les journaux de l'époque que Zhou Enlai et Kissinger. Et est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu plus sur ce voyage en Chine, le premier voyage? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a justement intrigué dans ce que vous avez lu, dans vos recherches à ce moment-là? Il y a longtemps. En fait, c'était à contre-courant de tout. C'était que voilà, c'était l'ennemi communiste, c'était Mao Tse-tung, etc. Et Nixon, qui était le président très droite, très dur, voilà. Donc on n'aurait jamais imaginé que ce soit lui, un républicain, qui fasse ça. On aurait plutôt imaginé que ce soit plutôt un Carter démocrate. Et en fait, non, c'est comme si aujourd'hui Trump, fait la paix avec la Corée du Nord. Enfin voilà, tout est possible finalement. Et donc effectivement, il se trouve qu'il avait Kissinger, qui était quand même pas n'importe qui, un des plus grands conseillers, voilà, c'était la réelle politique. Voilà, donc on ne cherche pas les gentils, les méchants. Qu'est-ce qui les intéresse? Et les intérêts des Américains, c'était de reconnaître la Chine. À un moment où justement il y avait entre la Chine et l'URSS, qui étaient tous les deux communistes, mais ils se disputaient un peu ça. Et en fait, il y avait des tensions très fortes entre la Chine et la Russie à l'époque. Et du coup, les Américains en ont profité pour mettre un coin et pour dire tiens, on va se rapprocher de la Chine. Et du coup, c'est pour rééquilibrer un peu les rapports. Et Zhou Enlai aussi de l'autre côté, qui était aussi très très intelligent comme personnage, très intéressant. Et du coup, c'était intéressant de voir aussi. C'était vraiment plus lui, même si c'était Mao Tse-tung, c'était vraiment Zhou Enlai qui a fait toute cette histoire-là. Et du coup, c'était passionnant de voir un peu tous les détails, comment est-ce que justement les Américains, contre l'avis de l'opinion et de leur ministre, du gouvernement, ils ont fait ça tous les deux. Vraiment, Nixon et Kissinger, ils étaient tous les deux dans la confidence. Il y a très peu de gens qui étaient au courant de ce rapprochement, de ce voyage. Et donc voilà, c'était. Puis après, du coup, j'avais étudié d'abord en amont la préparation, puis le voyage en lui-même, et enfin la visite de Nixon en Chine, en grande pompe, avec les photos, etc. Mais après après des mois et des mois de préparation, de rencontres secrètes, etc. Mais il avait visité à ce moment-là quelle ville en Chine? Il a fait la Grande Muraille, on le voit sur la Grande Muraille avec les photos, Pékin. Après, je me souviens plus de toutes les étapes qu'il a fait, mais en tout cas, la Grande Muraille, c'est sûr. C'était justement la photo emblématique qui faisait la une de toute la presse, Nixon sur la Grande Muraille, qui représentait donc la reconnaissance et l'entente en fait. Très intéressant. Mais c'est passionnant que vous soyez rentré justement dans la Chine par l'histoire, par les États-Unis d'abord, mais c'est vrai. Tout ce cheminement, et finalement vous êtes maintenant dans le voyage pour parler de la Chine, et on espère que vous allez très prochainement aller en Chine et pouvoir visiter toutes ces villes sur lesquelles vous écrivez, et peut-être après revenir écrire vos propres articles sur votre vécu en fait, sur ce que vous recommandez, sur ce que vous avez essayé, expérimenté sur place. Il y a tellement de choses à voir qu'il faudra une vie pour aller en Chine, parce que c'est plus qu'un pays, c'est un continent, donc c'est... Né le 5 mars 1898 à Huai'an, dans la province du Jiangsu, Zhou Enlai était un homme politique chinois. Il défendait le marxisme et participa à la création du Parti communiste chinois. À partir de 1924, il fut l'un des dirigeants de l'Académie de Huangpu, dirigée par Chiang Kai-shek.
Il fut le fondateur de la branche européenne du Parti communiste chinois PPC en 1927 et le premier représentant de la Chine à l'étranger. Il a été ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine de 1949 à 1958, Premier ministre de 1949 à 1976, président de la Conférence consultative politique du peuple chinois de 1954 à 1976. En juin 1953, il fit les 5 déclarations pour la paix. Il mena la délégation chinoise à Genève pour la conférence de Bandung en 1955. Zhou se concentra sur l'économie avec son poste de Premier ministre. Il voulait augmenter en premier lieu la production agricole pour une répartition équitable sur l'ensemble du pays. C'est lui qui initia les premières réformes environnementales en Chine. Il aida à orchestrer la visite de Richard Nixon en Chine en 1972. Zhou Enlai est également connu pour être un soutien de longue date de Mao Zedong, en particulier en ce qui concerne la politique étrangère chinoise. Leurs personnalités opposées en ont fait une équipe efficace selon Henry Kissinger, le diplomate américain qui a beaucoup travaillé avec les deux hommes. En contraste avec Mao Zedong, Zhou Enlai connaissait plusieurs langues, était familier avec plusieurs cultures et pratiquait plusieurs modes de pensée. Zhou Enlai est décédé le 8 janvier 1976 à Beijing, en Chine, quelques mois avant Mao Zedong. C'est la fin de votre émission Vision Chine, Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous.